Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis Cédric Rostin, votre hôte, et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast pour parler ensemble de parentalité, d'éducation, de promotion des droits de l'enfant tout en s'affranchissant du modèle patriarcal. Nous visons une société plus juste, pour toutes et tous, au travers du partage de spécialistes et aussi des vécus de nombreux parents qui cheminent. Je vous invite à nous écouter, à essayer de construire des ponts au lieu de dresser des murs, car ce n'est pas parce que nous voulons aller au même endroit que nous devons forcément prendre le même chemin, pour nous et surtout pour nos enfants. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet encore trop souvent entouré de silence, la ménopause. Un sujet qui concerne directement des millions de femmes, mais qui a aussi un impact dans le couple, la famille et dans la société. Pour cet épisode, je ne suis pas seul, j'ai le plaisir d'accueillir Rémi Guilloton, créateur de Daron TV et auteur de Nouveau Daron, bienvenue au club, avec qui je vais partager mes questions et mes doutes. À nos côtés, Sophie Kuhn, fondatrice du projet Menopause Stories et autrice du livre Game is not over. Sophie a choisi de mettre en lumière ce sujet, de partager des témoignages et d'apporter des clés pour mieux comprendre et mieux accompagner cette étape de vie si importante. Dans cette conversation, nous allons oser poser des questions simples, parfois naïves, je vous le dis, que beaucoup d'hommes n'osent pas poser. Nous allons explorer ce que la ménopause signifie vraiment, ce qu'elle peut changer dans la vie de couple et dans la famille, comment déconstruire les clichés les plus tenaces, et quelles solutions existent pour traverser cette période plus sereinement ensemble. L'idée n'est pas de donner des recettes toutes faites, mais d'ouvrir des pistes concrètes pour que chaque couple soit préparé et puisse trouver son propre chemin. Cet épisode est soutenu par MGEN. Depuis plus de 80 ans, MGEN fait progresser les droits des femmes pour plus d'égalité en santé. La contraception, IVG, PMA pour toutes, meilleure prise en charge de l'endométriose et aujourd'hui encore même la ménopause. Abonne-toi pour ne rien manquer. Mets 5 étoiles et un petit mot sur Apple Podcast ou Spotify, j'y réponds directement. On se retrouve aussi sur Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Et si tu veux m'envoyer un message vocal, le lien SpeakPipe est juste en description de l'épisode. Enfin, pour soutenir le podcast et accéder à plus de 80 bonus, rejoins Papatriarcat+, les épisodes sans pub et en avance, c'est aussi en description. Alors allons-y tout de suite avec ma première question. Sophie, peux-tu nous expliquer ce qu'est la ménopause pour deux mecs comme nous qui n'y connaissent rien ? Alors la ménopause, pour les mecs qui n'y connaissent rien, en gros, c'est facile, c'est l'arrêt des règles, tout simplement. Enfin, la fin du cycle ovarien. Ce qui se passe à ce moment-là, vous savez que tous les mois, tous les 28 jours, normalement, la femme a ses règles, sauf au moment où, évidemment, elle est enceinte. Ouais, c'est ça. Quoique certaines femmes... Moi, si tu me dis plus de règles, le premier truc que je comprends, c'est il y a un bébé qui arrive. Voilà, il y a un bébé qui arrive. Alors non, il y a, je dis globalement, parce qu'effectivement, il y a certaines femmes qui sont sous stérilet, donc qui n'ont pas de règles. Il y a certaines femmes aussi qui ont un problème d'aménorrhée, donc il y a plein de sujets. Mais je dirais globalement, la grande image, c'est tous les 28 jours, on a nos règles. Et puis, au fur et à mesure, en fait, les ovaires cessent de sécréter les deux hormones féminines, progestérone et œstrogène. Et puis, petit à petit, les cycles sont de plus en plus irréguliers. Et puis, un jour, ça s'arrête. Et voilà, la ménopause, c'est ce jour pile de bascule où ça s'arrête. La première phase, les cycles deviennent irréguliers. La progestérone qui commence à chuter. Les œstrogènes qui essaient de contrebalancer. Bon, tout ça, c'est vraiment tout un truc hyper technique. Et ça, c'est le tout début. Plus tu t'approches de la ménopause, c'est comme si tu t'approchais du noyau, ouais, en fait. Ouais. Là, c'est comme si tu étais dans ta machine à laver et tu as le tambour qui tourne. Donc, tu as de plus en plus... Les règles, elles deviennent abondantes, irrégulières. Le cycle s'éloigne. Donc, par exemple, tu peux très bien avoir ta femme qui n'a pas ses règles pendant 6 mois. Elle se dit, ça y est, je suis ménopausée. Pas du tout. Les règles reviennent, c'est le Grand Canyon. Et puis, tu as les symptômes qui vont vraiment prendre plus de place, être plus bruyants. Et puis, la ménopause arrive. Ça, c'est ce jour de bascule. Et les symptômes s'arrêtent aussi ? Alors, certains symptômes ne s'arrêtent pas. Okay. Pour certaines femmes, oui, au bout d'1 à 3 ans, les symptômes s'arrêtent. Et pour certaines, malheureusement, notamment les bouffées de chaleur, il y en a qui vont les avoir jusqu'à la fin de leur vie. Mais c'est quand même pas un pourcentage énorme. Parce que toi, Rémi, tu savais qu'en 2030, une femme sur 4 sera ménopausée en France. Non, pas du tout. J'ai jamais lu ce chiffre. Ce qui veut dire que la population vieillit. C'est ça l'idée ? C'est ça l'idée. On gagne aussi en espérance de vie. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'âge médian où on est ménopausé, c'est 51 ans. Aujourd'hui, on a une espérance de vie qui arrive à 85,3 ans, voire plus. Et en plus, si on commence à prendre les trucs à Brian Johnson et compagnie, on va arriver jusqu'à 120. Donc là, je vous dis pas le truc. Donc, effectivement, on a une population qui vieillit et donc, en effet, on va être de plus en plus de femmes à être ménopausées. Tous les ans, il y a 500 000 femmes qui entrent au club de la ménopause. Ouhou, welcome. Et tu vois, ce que ça soulève, c'est que toi, tu connaissais pas ce chiffre, moi non plus, bien sûr. Et pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas, en fait ? Pourquoi est-ce que c'est autant tabou aujourd'hui ?
Déjà, je dirais que il y a plein de phénomènes à ça, il y a plein de sujets. C'est déjà notre regard par rapport à nous-mêmes. Déjà, ce que la société véhicule par rapport à cette étape. Je vous disais effectivement que c'était la fin des règles, donc vous m'avez dit tout de suite bébé, donc ça veut dire fin de la fertilité. Et en fait, à l'époque, la femme, elle ne valait que quelque chose que quand elle faisait des bébés. Une fois qu'elle faisait plus de bébés, elle était rayée de la liste, il fallait qu'elle dégage des charts. Donc à partir de là, pourquoi la femme viendrait dire coucou, je ne sais plus faire de bébé, puisque tu vas me mettre directement à la poubelle. Ça, c'est le premier truc. C'est associé à la vieillesse aussi. Donc, qui a envie de vieillir aujourd'hui? On est quand même toujours dans une société de jeunisme malgré tout. Ça, c'est C'est sûr. clair. On Plus est que dans, jamais. voilà, on est dans une société de performance aussi. Donc, les femmes veulent pas montrer effectivement, entre guillemets, un vrai signe de vulnérabilité qui est visible en fait. Alors, le vieillissement est visible, mais la ménopause peut l'être aussi si tu as des bouffées de chaleur invalidantes ou certaines choses. Donc, je dirais, en gros, c'est à peu près ça. Moi, ma mère, ça a été les bouffées de chaleur, hein. Ouais. Clairement. Mais comment ça se fait qu'on n'en parle pas comme ça, outre le fait de... Enfin, tu vois, on est quand même en 2025, on enregistre en tout cas. Comment ça se fait qu'en 2025, alors que, tu vois, je pense à quand même une certaine libération autour de la vieillesse par rapport à des actrices, tu vois, par exemple, qui osent parler Mais ça commence à peine. Ça commence à peine, bien Tu sûr. vois, ça commence vraiment depuis le moment où moi j'ai commencé à prendre la parole sur la ménopause. Donc j'ai commencé à travailler personnellement le sujet il y a 10 ans. Donc là, j'ai pris la parole vraiment il y a 6 ans et j'ai vu vraiment l'éclosion de cette nouvelle parole. Alors, je parle personnellement, mais je pense que c'est général. J'ai pu la prendre grâce aux jeunes, grâce à MeToo, à ce mouvement et à toutes ces jeunes qui vraiment déboulonnaient tous les clichés sur les règles, qui ont exigé que les règles à la publicité soient rouges et pas bleues, etc. Enfin, vraiment, il y avait des messages très forts. Et quand je les ai vus déboulonner, j'ai fait non mais merde, en fait, d'abord, c'est super ce qu'elles font, parce que moi j'aurais aimé. Déjà, je me suis rendu compte que mon cycle, je le connaissais pas, donc du coup, je suis retournée à l'école. J'ai repris des livres, quoi, tout simplement, et les livres, en l'occurrence, qu'elles écrivaient aussi pour savoir ce qu'elles vivaient et ce qu'elles disaient. Et après, je me suis dit, mais enfin, le dernier, avant-dernier bastion qui est pas du tout explosé, c'est la ménopause. Et pourquoi? Et c'est là où je me suis rendu compte, effectivement, qu'il y avait rien. Oui, parce qu'en plus, 100% des femmes, quand même... Oui, alors moi je dis 100% des femmes qui ont la chance, parce qu'attention, c'est un privilège d'arriver à l'âge de la ménopause et d'arriver à l'âge de la ménopause en bonne santé, donc c'est un privilège aujourd'hui. Moi je vais renverser la vapeur là-dessus. Effectivement, entre en ménopause, et tant qu'à faire, en plus on a parlé de l'espérance de vie qui s'allonge, ça veut dire qu'on a au minimum 35 à 40 ans à vivre derrière, donc faut y aller, Ouais. faut la prendre en charge. Après, ce qui est fou, c'est que moi, par exemple, ma mère, tu disais, ma mère, c'était les bouffées de chaleur. Moi, ma mère, j'ai jamais vécu sa ménopause. Je n'ai jamais entendu parler de sa ménopause. Je ne sais même pas quand elle a été ménopausée. J'ai eu aucune info là-dessus. Ce que je peux entendre d'une génération, de notre génération précédente, qui voulait déjà pas en parler au fils. Elle avait 2 garçons. Enfin, elle a 2 garçons. En revanche, une mère qui en parle à sa fille ou à ses filles, ça, je trouve ça, entre guillemets, plus naturel. Est-ce que les mamans d'hier ont ouvert la parole là-dessus, comme elles auraient pu, pour certaines, et certaines l'ont fait, ouvrir la parole aussi sur l'accouchement, sur l'après, sur la dépression postpartum, sur tout ça. Est-ce qu'on ouvre la parole dans les familles sur ce que c'est que la ménopause? Non. Tu vois, je pense que déjà, ça vient non. de là, en termes d'éducation sur ce genre de sujet. Ce qu'il faut voir, là, moi, j'ai parlé vraiment de mon cas et de mon cas, pas du tout d'ailleurs, parce que j'ai aussi tous les messages que je reçois des femmes de Ménopause Stories, donc c'est quand même énorme. Mais si je vois vraiment l'époque où maman aurait pu me parler de la ménopause ou de tous les sujets féminins, c'est que elle n'avait pas reçu d'éducation non plus. Donc elle était silenciée et forcément, d'ailleurs, elle me dit tout le temps, mais qu'est-ce que tu te poses comme question? C'est pas possible, quoi. Mais vraiment, arrête. C'est pas. Et en fait, au fur et à mesure où je me suis posé des questions, elle a commencé à parler, ça l'a libérée. Et elle a commencé à se rappeler de choses. Mais en fait, elle ne s'interrogeait pas elle-même. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle me laissait des serviettes périodiques. Après, elle m'a laissé des tampons, etc. Ok, elle m'a emmenée chez le gynéco. J'avais mal au ventre, j'ai pris de l'Antadis, j'ai pris des choses. Mais globalement, il n'y avait pas du tout il n'y avait pas de sujet. En fait, le sujet n'était pas là. Tu es une femme et voilà comment ça doit se passer. Ensuite, la ménopause. Moi, dans mon souvenir, alors le truc, vous allez rigoler, mais maintenant qu'on a parlé de bébé, je vais tout vous dire. En fait, je ne savais pas ce que c'était. Moi, j'ai pas su, par exemple, quand j'ai accouché, qu'effectivement, j'aurais un retour de couche. Je savais pas qu'il y avait postpartum possible. Je savais rien du tout, en fait. Mais donc, en fait, on est dans le même schéma un peu sur les tabous du postpartum. Oui. Qu'on peut connaître dans les générations par rapport à la ménopause. Moi, je suis en plein dedans là, tu vois. Ouais. Avec ma femme, elle est clairement dans une préménopause dans laquelle j'essaye de naviguer tout en n'ayant pas toutes les infos. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est le couple aussi qui parfois prend un peu cher parce que en tant que conjoint, tu sais plus si c'est
faut être clair, hein, la ménopause, ou juste un caractère compliqué, ou après, en plus, ce qui est dingue, c'est que c'est souvent dans cet âge-là que ton ado grandit. Donc moi, en ce moment, je suis entre les hormones d'adolescence, les hormones qui chutent de la ménopause. T'es au milieu de tout ça, forcément mon ado et ma femme qui se bouffent le nez tous les jours, parce que l'une est vraiment très très tendue, mon ado, et ma femme a du mal à comprendre machin, parce qu'elle aussi, elle est en train de vivre actuellement sa ménopause comme elle peut. Donc là, en gros, pareil, chute, enfin vraiment des larmes. Elle se sent pas bien. Elle a pris, je crois, 4 kilos en quelques années et qu'elle n'arrive pas à perdre. Donc on s'en parle. On essaye de crever un peu l'abcès pour qu'on puisse discuter de tout ça. J'essaye pas, je suis à l'écoute. Mais c'est vrai que au quotidien, c'est compliqué parce que t'as beau savoir ce qui t'arrive, tu le vis, quoi. Donc il faut que, en gros, autour de toi, ça puisse aussi s'adapter. Et parfois, c'est pas évident. Bah parce que tu dis super justement, et moi je me suis retrouvée exactement dans le même cas de figure que toi, avec un fils adolescent, et voilà, la même histoire. En fait, c'est en étudiant que j'ai vraiment compris ce qui se passait, parce que là, moi je vous ai parlé de 2 hormones, bon, il y en a une troisième qui est la testostérone aussi, un peu en moins, mais ce qui est assez incroyable dans l'histoire, en fait, c'est que c'est toutes les hormones qui se chamboulent. Notamment, je vais vous parler d'une hormone, et ça va vous tilter tout de suite, c'est l'oxytocine. Je pense que vous la connaissez, Ouais. l'hormone de l'attachement. En fait, tout chute. Enfin, c'est l'équilibre et tout est. Le cortisol est à bloc. Parce que le cerveau n'arrive pas à répondre avec l'ovaire. Enfin, je ne vais pas tout faire le schéma, mais le cortisol est à bloc. Donc, vous voyez la montée de stress et tout, etc. L'oxytocine chute. Donc, ça peut faire un truc que, par exemple, moi, j'ai beaucoup vécu. L'envie de me mettre dans une chambre, l'envie de dégager tout le monde, mais sans comprendre. Hein. Genre, le divorce à toutes les 3 secondes. C'est tellement ma vie. Elle vit chez toi, dis donc. Voilà, tu vois. Genre, mais dégage, t'as rien compris, mais vas-y, bolos. J'ai juste envie de me barrer 3 semaines en retraite ou dans un ashram, en fait, en gros. Mais après, en étudiant ça, en fait, on est habité, c'est les hormones et c'est fluctuant, rappelez-vous. Et en fait, tous les mois, soit t'as plus t'as moins d'oestrogène, plus d'oestrogène, tu vois. Donc en fait, on peut même essayer de vous donner une réponse. Le problème, c'est que c'est plus nous pilote dans l'avion, quoi. Ouais. Mais c'est marrant parce que pas plus tard qu'hier, on a fait un dîner avec des amis et nos femmes sont un peu de la même génération. Et la femme de mon pote, elle est un peu plus jeune, elle vient de faire 43 ans, je crois. Et en gros, elle posait la question à ma femme, elle lui disait, mais en fait, ce qui est dingue, c'est que je ne sais pas si, en effet, ce sont les hormones qui me mettent dans cet état-là, ou si je suis en train de faire un burn-out par rapport au boulot, tu vois. Et là, elle est dans un truc où, en gros, elle sait plus vraiment où elle en est. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'elle fasse un pas de recul par rapport à son job pour justement se recentrer sur elle et tout ça, machin, c'est super. Mais la conversation, hier soir, qu'elles avaient toutes les deux, c'était ça. Tu penses que j'en suis où? Mais toi, ça s'est passé comment? Et machin. On manque d'infos, quoi. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. Donc moi, je me suis retrouvée après cette ménopause artificielle. Je suis allée voir mon médecin généraliste et je lui ai dit, je suis complètement à bout, etc. Donc là, il m'a posé les questions. Vous en êtes où? Comment ça va le boulot? Comment ça? Puis je lui ai dit, ouais, bon, c'est vrai que j'ai un peu de soucis et tout. Bon, en fait, pour moi, toute cette phase de périménopause, c'est une période de montagne russe. Et il y a beaucoup de choses à réguler, contrairement à ce qu'on pense. Et ce que moi-même, au début, moi, je savais rien. Et même ce que j'ai appris au tout début. En fait, personne ne me parlait de toute cette cascade complète hormonale. Donc, en fait, quand tu vois ça, tu te dis pas « Merde, ça y est, ma femme m'aime plus ». Parce que souvent, c'est ce qui se passe. Et si nous, on se replie. Je vous ai parlé de la ménopause artificielle. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, inutile de vous dire, comme je vous disais, j'étais moribonde, complètement repliée. Forcément, mon mec, qui voulait me voir, j'étais là, t'es bien gentil, mais bon... Enfin, je lui disais pas d'ailleurs, mais... Oui, mais il a compris, je pense, ton attitude. Moi, il y a un truc quand même qui m'interpelle par rapport à ce que tu dis, parce qu'on parle de la femme de Rémi. Moi, je pense à ma mère, tu vois, les bouffées de chaleur, etc. Ça semble correspondre à tes récits. Est-ce que ça veut dire que toutes les femmes vivent la même ménopause? Est-ce que c'est des schémas qui se répètent de la même manière, ou est-ce que c'est totalement différent? Alors, heureusement, toutes les femmes ne vivent pas la ménopause. Donc, j'ai envie de dire une chose, déjà, c'est qu'il n'y a pas la ménopause, il y a une ménopause par femme. Déjà, par exemple, moi, je peux très bien vivre une ménopause et ma sœur peut vivre une ménopause complètement différente. Comme par exemple aussi une femme peut vivre différents accouchements qui sont complètement différents. Il y a déjà plusieurs choses à savoir. La première chose, parce que ça, je vais exploser un cliché qui est super important, c'est qu'en général, tu attribues, et évidemment, puisque c'est l'âge médian, la ménopause au fait que, on est 50 ans, genre on est rangé des rails, quoi. Pas du tout. En fait, et là je dis malheureusement, elle peut arriver plus tôt. Donc, une ménopause qui arrive avant 40 ans, on appelle ça une insuffisance ovarienne prématurée, dite avant ménopause précoce. Et là, c'est une pathologie. Là, il faut vraiment, vraiment consulter, c'est vraiment important. Ensuite, entre 40 et 45 ans, c'est une ménopause anticipée.
Entre 45 et 55, c'est là où tu as la majorité des femmes qui vont être ménopausées. Et au-dessus de 55, c'est une ménopause tardive. Donc ça, je vous ai déjà donné les étapes qui peuvent vous montrer déjà que, en fait, avant 30 ans, à 30 ans, moi j'ai des femmes qui m'écrivent à 30, 35 et qui sont déjà ménopausées. Donc la ménopause, ça couvre un large spectre de femmes. Après, je vous ai parlé de ces phases aussi qui sont la périménopause et la ménopause. La périménopause, elle peut advenir entre 4 et 7 ans, en général parfois 10 avant l'arrivée concrète, ce jour de bascule qu'est la ménopause. Donc ça, c'est important. Et après, il faut environ, je dirais, 1 à 5 ans pour réussir à réguler. Et ensuite, pour en venir à ta question sur les ménopauses, heureusement, il y a 20% de femmes qui vivent une ménopause, mais genre, ça passe crème. Ok. On a 60% qui ont 1 à 3 symptômes. Et ensuite, on a 20% qui ont une ménopause sévère. Vraiment, ménopause, tu vois, qui bastonne, quoi. Donc, résultat, ça fait quand même 80%. Si tu prends les 60% de femmes qui ont 1 à 3 symptômes, plus les 20% de femmes qui ont une ménopause sévère, qui sont impactées par la ménopause. C'est pas rien. Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Mais après, tu as plusieurs impacts. Enfin, tu vois, il y a des symptômes qui sont plus ou moins forts, etc. Il y a une chose qui est super importante aussi au niveau de la santé, et je pense que même, moi, je vais vous le dire pour vous aussi, parce que ça vaut pour vous. En fait, l'œstrogène, c'est vraiment l'hormone féminine par excellence, et on a des récepteurs partout dans le corps. Donc, elle nous protège partout, vraiment. Et au moment où on arrive, évidemment, vous imaginez bien, au moment de la péri, de la vraiment forte péri et de la ménopause, là, la chute d'œstrogène fait que on va perdre notre super pouvoir et notre super protection. Qu'est-ce qui se passe ? On vous rejoint. Et notamment, on vous rejoint sur quelque chose qui est la pathologie, le risque de pathologie cardiovasculaire. Oui. Voilà. Donc, en fait, on a des symptômes qui sont super visibles, qui sont évocateurs. Donc, en général, on va parler de l'humeur, on va parler de la sécheresse vaginale, parce que ça, c'est quand même toujours le truc. Et notamment, il y a beaucoup de pubs à la télé pour ça. On va parler des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, enfin, tout ce qui est connu, le spectre émotionnel, etc. Mais la partie qui est vraiment invisible de l'iceberg, qui est vraiment la partie importante, qui sont les maladies cardiovasculaires, la partie cognitive et les maladies osseuses, tout ça, elles ne sont pas connues par les femmes. C'est pour ça que c'est super important d'en parler. Et ce sont des maladies aussi qui vous impactent vous. Vous pouvez aussi avoir des problèmes d'ostéoporose. Enfin, on se rejoint là-dessus. Ouais. Je veux dire, sur vraiment avoir une bonne hygiène de vie, faire attention à soi, on se rejoint. C'est quand même déterminant, quoi. Déterminant. Peu importe les symptômes qu'on va Peu avoir. importe. Donc, moi, ce que je comprends... Et pour vous, je veux dire, c'est un truc à faire en famille, franchement, quoi. Qu'on ne se dise pas que c'est un problème féminin, c'est un truc, si vous commencez, je sais pas, vous aimez bien picoler, etc., peut-être à un moment donné, le lendemain, faire une forme de petit jeûne, des trucs comme ça, mais à partir de 30-35, commencer à prendre soin de soi. Et surtout en couple, c'est un beau truc, c'est un beau cadeau pour plus tard. Hein. Donc, moi, si je comprends bien, c'est-à-dire que, je reprends tes mots, il y a autant de ménopause qu'il y a de femmes qui vivent la ménopause. Tu avais dit dans tes contenus quelque chose que j'avais noté, tu disais, la ménopause, c'est comme un voyage. Certaines prennent un TGV sans secousse et d'autres un train de nuit avec plein d'imprévus. Exact. Donc voilà, en fait, c'est vraiment la loterie, quoi. Ouais, complet. Ok. Bon, moi, j'ai eu que des secousses à imprévus, des TGV qui s'arrêtent en zone froide. Mais ça veut dire, pardon, c'est vrai qu'il n'y a pas d'hérédité là-dedans. Alors si, il y a pas d'hérédité. Il y a une hérédité prévoir, sur... Tu vois ce que je veux dire ? Tu sais que ta mère a vécu une nuit agitée en TER, que toi... Alors, la question est intéressante. Je remercie de l'avoir posée. Bon, moi, j'ai pas noté d'hérédité particulière, si ce n'est sur un facteur. C'est qu'en général, on va te dire, si tu veux savoir à peu près à quel âge tu vas être ménopausée, de demander à quel âge ta maman a été ménopausée, parce que ça peut donner un indicateur. Après ça, non, il n'y a pas d'hérédité particulière. En tout cas, moi, j'ai pas vu ça. Mais je sais que chaque femme a sa ménopause. Je vais vous répondre aussi, il y a une chose qui est super importante. Tu m'y fais penser, merci de m'avoir posé la question. C'est qu'il y a une chose qui est quand même déterminante. Je vous ai parlé de l'hygiène de vie. Par exemple, si j'avais une meilleure hygiène de vie que ma mère, ça va carrément impacter ma façon de vivre la ménopause. Si je ne bois pas, je ne fume pas, c'est mon cas, ça va impacter ma ménopause, par exemple. Donc l'hygiène de vie, quand même, est hyper importante. Et puis si, par exemple, j'ai fait, je sais pas moi, de la cohérence cardiaque, beaucoup de sport, etc., ce que ne faisait pas ma mère, en tout cas pas ma grand-mère, ça c'est clair, ça va impacter forcément ma ménopause. Donc du coup, on a aussi, non seulement on n'a pas forcément d'hérédité, ça c'est vrai que c'est un truc que je dois explorer, si ce n'est sur l'âge, voilà. Mais après, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent aller en faveur d'une ménopause. Sur ces symptômes-là que tu évoques, il y a quand même beaucoup de clichés sur la ménopause, des clichés qu'on a évoqués là par ailleurs. On a parlé des bouffées de chaleur, des kilos en plus. On parle aussi souvent de libido en moins. Est-ce que tout ça, c'est des clichés vraiment, ou est-ce que c'est des choses vraiment qui se vérifient, à quoi on peut s'attendre ?
Alors, c'est plus ou moins des clichés. Tu peux effectivement avoir la baisse des hormones qui impacte. Normalement, il y a la testostérone qui vient un peu juguler, mais tu vas avoir 2 choses qui vont jouer. La première chose, je vous ai parlé de la sécheresse. Et la sécheresse, elle est hyper importante. Et la sécheresse, elle influe directement sur... Qui n'est pas que vaginale, là, hein, c'est ça. J'ai parlé de la sécheresse vaginale, Ok, puisque d'accord. là, on est sur la partie rapport sexuel. Eh bien, là, en fait, si une femme ne sait pas mettre des mots sur la sécheresse vaginale et si elle n'est pas prise en charge à ce sujet-là, en fait, ce qu'il faut que vous imaginiez, c'est comme si... Je vais essayer de mettre une image. La paroi est tellement fine, parce que la paroi, elle s'atrophie. Donc, du coup, elle est directement irritée, je dirais. Et donc, ça fait hyper mal. C'est vraiment non seulement le muscle, du coup, se contracte, mais en plus, ça fait une vraie douleur. Donc, s'il n'y a pas tout un tas de choses qui sont mises en place, qu'est-ce qui se passe? En fait, t'as mal, tu veux plus y aller. Moi, ça me rappelle par exemple le moment où, parce que vous êtes des mecs, décidément, on se dit tout, mais quand on a eu notre premier rapport sexuel, nous, en tant que filles, enfin, je sais pas si vous en avez parlé avec vos nanas, mais je veux dire, on était en flip. Parce qu'on se disait... Par rapport à quoi? Par rapport à la pénétration. Je pense que c'était pas par rapport au même sujet. En revanche, je pense qu'on était en flip, oui, mais pas par rapport aux mêmes choses. Tu vois, nous, c'était plutôt... Nous, c'est la perf. Voilà, c'était la Nous, c'est la performance. Nous, c'est la pénétration. Est-ce que ça va faire mal ou pas? Oui, Comment bien ça sûr. va se passer? C'est ça que je veux dire. Et donc, du coup, c'est marrant parce qu'effectivement, on revient comme quand on était adolescente ou très jeune femme. Là, c'est la même chose. Donc, tu te dis, waouh, si j'ai mal... j'ai l'impression de devenir une jeune fille, en fait, quelque part. Mais tu vois, ça ouvre aussi. Alors, moi, il y a une parenthèse que je veux ouvrir par rapport à ce que tu dis, et qu'on va pas forcément plus développer que ça, mais qui me semble important de souligner, c'est que ça ouvre aussi l'importance de la vision du sexe pénétratif qu'on a en France. Exactement. Sachant qu'il y a 1001 façons de prendre du plaisir et d'avoir ce moment charnel avec son partenaire qui n'inclut aucune pénétration. Voir une pénétration, voilà, effectivement, comprendre les mécanismes, comprendre que ça peut s'accompagner, etc. Donc ça, c'était un premier pan, vraiment. J'ai vu que, effectivement, selon une étude de MGEN, 1 homme sur 3 ne sait pas que sa femme est ménopausée. En fait, ça, c'est dingo, non? Mais moi, je comprends pas ce qu'on fout, en fait. Tu vois. En fait, moi, je vous l'explique. C'est-à-dire, en fait, quand tu vis dans le même foyer, à quel moment tu n'as pas cette conversation sur la ménopause? Tout simplement parce que ta femme a des symptômes dont elle a envie de te parler, peut-être, juste pour extérioriser un peu tout ça. Et donc, en fait, il y a un problème de communication dans le couple. C'est pas possible. Ou pas, parce que en l'occurrence, mettez-vous à notre place. Moi, je parle de la mienne, là. Je vais pas parler de toutes les femmes, mais quand même, j'ai pas mal de nanas qui me parlent. Si on sent qu'on a un problème de sécheresse vaginale, du coup, on a moins envie d'avoir de rapport charnel et que le couple n'est pas ouvert, n'a jamais vraiment ouvert la discussion à ce sujet. T'es à un moment donné aussi où tu peux prendre des kilos et tu te dis, waouh, comment est-ce que mon mec va continuer à me désirer? Parce que quand même, le cliché, moi je suis désolée, c'est ton mec va se barrer avec le secrétaire. Non mais attendez, il faut quand même être clair. Non mais malheureusement, pardon, c'est pas un cliché. C'est pas un cliché, on est bien d'accord. C'est l'âge où j'ai l'exemple, encore une fois, j'ai beaucoup d'exemples dans ma vie, malheureusement, mais un ami, qui s'est barré. Hein. Bon, voilà. Quoi. Et donc, comment tu le vis, toi? Tu vois, moi, ça m'intéresse quand même ce point-là. Comment tu le vis, toi, Rémi, en tant qu'homme, qui, du coup, toi, t'es au courant, tu t'intéresses au sujet. Comment est-ce que toi, tu vis? Comment est-ce que tu réagis quand t'as un mec comme ça que tu connais qui a ce comportement-là? Comment est-ce que toi, en tant qu'homme, tu te positionnes? Après, en vrai, tu vois, je veux dire, bien sûr. Il y a plusieurs facteurs. Déjà, le couple n'allait pas bien avant même qu'il y ait des histoires de préménopause, de ménopause. Est-ce qu'ils ont discuté de tout ça? Je ne crois pas, parce que c'est pas quand j'avance le sujet sur la table en disant, tu sais que c'est une période charnière, un peu comme la période de postpartum, les 1 an après bébé, tu sais, où tout... Le nombre de mecs qui se barrent à ce moment-là. Voilà. Donc en gros, ces 2 périodes-là, c'est période de bouleversement hormonal chez la femme et de bouleversement dans le quotidien chez l'homme. Qui se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, bon, en gros, donc là, si t'as pas l'info, si t'es pas informé, tu peux avoir des réactions qui sont pas appropriées à la situation. Donc lui, en l'occurrence, il n'était pas informé. Après, le couple battait de l'aile, donc ça, c'est autre chose. Et puis du coup, il y a une nana qui bossait avec lui et qui a, je sais pas, je pense, allez, je te fais un 13 ans de moins tranquille. Voilà. Et il a quitté, bien sûr, il a quitté sa femme. Et je te le donne en mille. Il va avoir un bébé. Et voilà. Voilà. Donc, voilà. Non mais alors, encore une fois, je peux pas lui jeter la pierre si ce n'est avoir une conversation avec lui pour extérioriser un peu le sujet. Mais je sais que dans son couple, c'était pas rose non plus. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de communication. Maintenant, moi, je vais vous dire aussi une autre chose. Si moi, je me réfère à ce que j'ai vécu à ce moment-là, où, comme je vous l'ai dit, j'étais moribonde, je me suis repliée sur moi-même, donc j'arrivais déjà pas à communiquer puisque je comprenais pas ce qui m'arrivait à moi. Je vous ai dit, j'avais l'impression que j'avais Hulk dans mon corps, donc déjà, j'essayais de comprendre. Donc, je me renfermais. Mais après, moi, je me suis dit aussi, mon mari, globalement, il a 4 ans de moins que moi, je suis une cougar, mais globalement, maintenant, ça y est, il a rejoint le clan des cinquantenaires. Moi, là, c'est un moment où je suis pas bien dans mon corps.
Ok. Qu'est-ce que je lui reflète? Je suis pas bien dans mon corps, je vieillis, etc. Donc je lui reflète, toi aussi tu vieillis, mon pote. Résultat des courses, lui, il a ses angoisses aussi par rapport à sa vieillesse, par rapport à la performance. Il sent potentiellement que c'est parce que je ne le désire plus, alors que c'est pas l'histoire. Le problème, c'est que je suis plus connectée avec moi-même. En fait, c'est ce qu'il faut comprendre. Pour terminer, puisque là on est quand même sur des cas de libido, les hommes aussi commencent à avoir des problèmes érectiles. Donc en fait, on est finalement sur des questions qui sont super miroirs, finalement, hein, si on est vraiment dans les mêmes âges. Et si les couples ne communiquent pas et ne mettent pas de l'humour dedans, ne remettent pas de la conversation, un nouveau jeu, etc., un nouvel équilibre, même effectivement, tu parlais de la libido, la testostérone joue en plein. On ne nous supplémente pas ici en France en testostérone, alors que certaines femmes en ont vraiment besoin pour relancer la libido. C'est pas un mythe. C'est pas toutes les femmes, comme j'ai expliqué, chaque ménopause, chaque femme, c'est un peu nos corps nous-mêmes. Il y a pas mal de choses pour suppléer à ça. Il y a plein de façons de réinterpréter la vie, mais ça pose des questions existentielles en fait. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle quand tu vois, on parle beaucoup de communication, etc. Rémi, tu disais, oui, moi, mon pote, il s'est barré, etc. Bon, j'espère en tout cas qu'à un moment, peut-être qu'il regardera cet épisode et qu'il se dira, tiens, j'aurais peut-être pu faire autrement. Mais toi, concrètement, puisque toi, ta femme te parle. Qu'est-ce que vous avez mis en place dans votre couple? Parce que tu vois, c'est ce qui m'intéresse. Si c'est aujourd'hui le problème des mecs, c'est que sur ces sujets-là, que ce soit, je fais encore le parallèle qui me semble assez pertinent quand même, entre le postpartum, si tu veux, où les mecs se barrent beaucoup, et l'arrivée de la ménopause, où les mecs se barrent beaucoup. Qu'est-ce que toi, t'as mis en place dans ton couple pour que ta femme t'en parle, en fait, franchement, je vais dire un truc bateau, mais on se parle. C'est fou, hein? On se parle. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu ressens, machin. Attention, je vais me confier. C'est pas toujours rose, c'est pas toujours non, parfois ça monte. Nous, c'est vraiment Béatrice Dalle et Joey Star. Tu vois, quand on a besoin de se parler, parfois c'est waouh, parce que elle a son caractère. Attention, on parle de ménopause et tout. Ma femme, elle a déjà de base son caractère. C'est-à-dire, je l'ai connue avant d'avoir des enfants, pendant machin, je sais un peu qui elle est. Donc déjà, ça envoie un peu à la maison. Là, elle est pré-ménopausée, donc il y a aussi une petite ambiance. On n'a pas vraiment de soucis sexuellement parlant, on arrive à se retrouver malgré ses kilos, elle me le dit, elle le verbalise, je me sens pas ci, je me sens pas là, je me sens pas bien dans mon corps et tout machin. Et là où je ne suis pas très bon, c'est que je sais pertinemment, étant un peu renseigné, que l'activité physique joue un rôle important dans la ménopause et dans la préménopause, et donc, pardon, mon chat, si t'entends cette interview, je suis un peu, comme on dit, sur ses côtes. C'est-à-dire qu'en gros, moi je le sais, j'ai eu cette éducation-là, pardon. Ma mère m'a nourri comme il fallait, m'a éduqué dans tout ce qui était nature, biodiversité, machin. Je vais aller au bout de mon truc, vous allez voir pourquoi. Dans le sport, dans machin, dans le bien-être absolu. Et les huiles essentielles et machin. Ma femme, pas du tout. Elle est née boulevard Ney dans le 18e, on est dans le cœur de Paris, on est dans le cœur du réacteur. Et donc, elle n'a pas tout ça. Elle n'a pas le mindset du sport, du machin, du bien manger, du truc. Ça, c'est des trucs que moi, j'amène dans mon foyer avec mes enfants, avec ma femme, machin. Donc, elle n'a pas ce réflexe d'aller faire de l'activité physique. Et donc, parfois, j'ai envie de lui dire, regarde, là, ce matin, j'ai mon petit sac, je vais à la piscine. Allez, let's go. Pourquoi tu l'emmènes pas? Rien. Donc, alors, je lui dis, let's go. Non, mais on fera ça la semaine prochaine. Pourquoi? Parce qu'elle a la flemme, je pense, et parce qu'elle est fatiguée de par sa préménopause, tu vois. Et donc ça, on essaye de détricoter tout ça, d'en parler. Mais il y a un tout. Il y a un peu de flemme, il y a un peu de je suis pas très bien. Est-ce que j'ai envie de me mettre en maillot à la piscine parce que j'ai pris des kilos? Est-ce que tu vois? Donc il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et je dois avouer que oui, parfois, je suis pas très sympa parce que je lui dis, je sais j'ai l'impression de comprendre ce que tu vis. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelques solutions au-delà de ce que ton médecin t'a donné, machin, justement pour éviter tout ça. Mais là, il faut qu'on y aille ensemble, quoi. Et ça, ces attitudes, selon toi, c'est une source de tension que ça amène, ou c'est une source à un moment. Alors peut-être que sur le moment il y a tension, et puis finalement après on en reparle, on se dit heureusement que tu m'as mis le pied aux fesses. Moi, je te dis ça parce que tu sais, encore une fois, je fais le parallèle avec le postpartum. Hein. Bien sûr, mais moi, tu vois, le postpartum de Lucas, ma compagne, je lui ai déjà dit, là, je m'occupe de bébé, je m'occupe de Sarah. Toi, tu t'en vas. Je t'ai réservé un massage, tu t'en vas. Bien sûr. Et tu quittes la maison. Sans lui gueuler dessus ni rien. Si tu veux, on n'est pas là on s'engueule pas. C'est juste qu'à un moment, si tu veux, c'est là, il faut faire quelque chose. Voilà. Mais ça peut aussi amener des tensions. Tu vois. Ça amène que des tensions, en vrai, nous concernant actuellement. Ça n'amène que des tensions. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'on a une petite solution pour qu'elle se sente mieux dans sa peau, dans sa tête, dans son corps, et on n'y va pas. Donc, chez moi, ça crée, en effet, il nous arrive rien. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Nous, on n'a rien. Nous, on est là. On se coupe le doigt avec une enveloppe. On est au fond de la cave. Donc, en gros, je dis, bon, je sais que c'est dur. Je comprends. On a cette chance de pouvoir communiquer, de se dire tout depuis le début, avant les naissances, pendant, après, machin. Et là, j'ai l'impression qu'on a quand même une solution.
et que tu n'as pas envie d'y aller ou tu n'as pas la force d'y aller, je sais pas. C'est parce que je pense qu'elle a une croyance limitante qui est très très forte, tout simplement. Et, enfin, une Je te croyance. confirme. Hein, je pense que c'est ancré. Je pense que tu as approché la bonne chose, c'est-à-dire faire des activités ensemble. Ce qui serait extraordinaire, c'est qu'elle réussisse à comprendre le bénéfice de ce que tu lui proposes, tout simplement. À lui dire que, évidemment, tu l'aimes comme elle est, évidemment. Mais ça, comme c'est je te le clair. Et en dis, plus, tu lui dis. elle n'a pas senti chez moi une perte de désir. Ça n'existe pas. Vraiment, tout va bien. Donc déjà, ça c'est un peu rassurant aussi. J'ai pas de regard qui juge le corps de ma femme ou ses attitudes, machin. La seule chose, c'est ça, c'est de revenir là, je reviens là-dessus, mais pour moi, c'est important. J'ai l'impression qu'on a du mal à y aller. Et du coup, est-ce que c'est parce qu'en effet, en tant que femme, elle est aussi très fatiguée de par sa vie de maman, s'occuper. Alors, on essaie de faire du 50-50, 60-40, mais il y a un peu tout ça. Aller vers la salle de sport, vers la piscine, vers un parc pour courir, peu importe, c'est aussi un engagement. Et en effet, c'est aussi peut-être pas mal de pensées limitantes. Remarque, maintenant que tu m'en parles, c'est vrai que moi, dans cette période-là, j'y arrivais pas non plus. C'est après que j'ai commencé à m'y remettre, parce qu'effectivement, j'étais complètement crevée. Voilà. Surtout, en fait, comme je vous disais, les hormones jouent, etc. Donc, t'as l'impression que c'est comme un SPM majeur, quoi. Donc, t'es harassé partout parce que t'as l'impression, même si c'est une petite tâche, t'as l'impression que c'est comme si tu devais traverser l'Atlantique, en fait. Donc, du coup, si tu te sens pas allégé au niveau de ta charge mentale, tu peux pas laisser la place à autre chose. Exactement. Et surtout à la détente. Ce que je retiens de ce que vous dites tous les deux, ça vaut le coup du coup vraiment de se positionner en termes de toi tu penses avoir une solution qui lui est plus ou moins accessible là, maintenant. Et en fait, toi, moi ce que je retiens, c'est que ton rôle, c'est de continuer à être proposeur de solutions potentielles, en tout cas d'être disponible, d'être à l'écoute, etc., mais de te caler sur son rythme en fait. Ouais. Tu vois, faut aussi que tu prennes patience et que tu te dises à un moment, on n'est pas dans la performance pour aller mieux, c'est quand elle sera prête, au moins elle sait que tiens, là, ça y est, je commence à aller un petit peu mieux. Et Rémi, je sais qu'il peut m'aider, tu vois. Donc c'est à toi de prendre le truc en patience. Après, je dois aussi, avouer quelque chose quand même qui est important aussi, c'est que un couple, c'est deux éducations différentes. C'est vrai. Oui, bien sûr. C'est deux éducations qui se rencontrent. Avant d'être parent, après, pendant, ce que tu veux. Mais donc, on n'a tellement pas la même éducation sur ce genre de sujet, c'est-à-dire d'aller un peu de l'avant. Je dis pas qu'elle fait rien, elle bosse, elle a une vie, tout va bien. Mais ces petites pensées limitantes, machin, ce petit plafond de verre, moi, je l'ai pas. Tout est possible, il faut y aller, il faut prendre soin de soi, on avance. Parce que t'es un mec aussi. Sûrement. Non, mais tu vois, je veux dire, mais c'est vrai que ça crée des tensions, je dois l'avouer. À la maison, ça crée des tensions. Moi, j'ai une solution facile. Franchement facile. Comme il faut que tu y ailles étape par étape, parce que c'est la seule solution, un truc qui la fatiguera pas, vous commencez par marcher 10 minutes. 10 minutes. Emmène-la au bord de la Garonne. Enfin, je sais pas où tu habites. Au bord de la Garonne, je te dis n'importe quoi, moi, mais bon. Ça va faire une grosse marche au bord de la Garonne depuis Saint-Ouen, si tu veux. Après, j'exagère, ça reste une Parisienne, donc elle marche énormément elle est la journée. parisienne. Bon, bah, tu vois, ça prend le métro, elle va au boulot, elle revient. Non. Non, attends, c'est pas ça, justement. Moi, dimanche, donc je suis parisienne aussi, je me suis baladée, mais je sais pas combien de kilomètres j'ai fait, bord de Seine. Et il faisait un temps génial, mais t'essayes. Puis après, plus ça va, plus tu marches un peu plus vite, et t'essaies de la mettre dans le rythme. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va se sentir super détendue le soir. Tu vas dire comment tu te sens et tout, puis tu prépares, tu lui sers un petit verre kombucha plutôt, hein, tu vois, tu la mets dans l'ambiance, et elle va te dire mais je me sens super bien, je suis super détendue, elle va super bien dormir. Tu vas lui dire tu vois, et hop, écoute, on continue la semaine prochaine, et puis petit à petit ça va venir, tu vas voir. On parle des effets dans le couple. Ouais. Mais ça a aussi sûrement des effets sur les autres, sur les enfants. Tu vois, tu parlais de l'adolescente notamment, que visiblement entre les deux c'est un peu compliqué. On vient de passer un bourbier là. Là, il y a 2 jours. Avec le croisement des je suis Pascal le grand frère. Tu vois le gars? C'est moi. Ok. T'es quand même plus sympa que Pascal le grand frère. Désolé, Pascal, si tu nous écoutes, mais voilà. Mais est-ce que les impacts dans la famille, c'est quelque chose qui se vérifie régulièrement, notamment sur les enfants? C'est là que ça m'intéresse là. Bah oui, évidemment. C'est exactement ce que tu décris. Alors eux, en fonction de l'âge qu'ils ont, parce qu'ils sont pas tous adolescents, mais parfois effectivement ils comprennent pas du tout ce qui nous arrive. Bon, surtout nous, en règle générale, surtout les mamans, on doit être hyper fortes, on est les piliers. Donc dès que maman elle va pas bien, c'est la loose en fait, globalement. Et oui, on est plus irascible, moins patiente, très fatiguée. Enfin moi je sais que j'étais hyper fatiguée. Alors, il y a un truc aussi qui était incroyable, c'est quand j'étais en période de périménopause. Tous les matins, quand mon fils et mon mari quittaient la maison, je me mettais à pleurer. Non mais... Ah waouh. Non, ok quoi. Je veux dire, quelle est la raison? Aucune. Mais d'un coup, je me sentais comme s'il n'y avait plus rien. Donc ça, c'est effectivement des choses que je disais pas. Et forcément que ça joue. Il y a un truc aussi qui est super important, que je dois vous dire, ce qu'on appelle le brouillard cérébral. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais j'imagine que oui. Non.
Ah non? Non, bah, tu sais, on est naïf, je dis en introduction. Non, mais je veux dire, ni même au moment du postpartum ou des choses comme ça, parce que ça peut arriver au moment Ok. où on a le postpartum, en fait. Comme je vous disais, les oestrogènes, elles impactent tout. Elles ont des récepteurs partout, notamment au niveau du cerveau. Alors, le brouillard cérébral, alors je vais vous le schématiser. T'es dans un grand restaurant, t'as ton chariot à fromage, et puis t'as plein de fromage, donc t'as ton cerveau, et le cerveau, il est sous cloche, en fait. T'as l'impression que c'est comme si t'entendais, mais comme si t'avais du coton. Tes neurones se connectent pas, t'es complètement explosé. Donc, par exemple, typiquement, moi, j'allais avec mon Vigic pour rentrer dans le métro, à la place du Navigo. J'ai mis mes lunettes dans le frigidaire. Non, mais Excuse-moi, attendez. parce que moi, je suis de Bordeaux, un Vigic, c'est quoi? Ah, tu sais, c'est le truc pour rentrer, Pour rentrer chez toi. chez Dans toi. un Ah oui, appartement. d'accord. C'est la- Dans un Vigic. Ok. Tu sais, tu vois ton passe pour rentrer Un chez toi. badge. Ton badge, Ok. voilà, mon badge pour rentrer dans le métro. Les mots ne venaient pas. Donc Ok. j'ai pensé que j'avais Alzheimer. Tellement en train de décrire ma femme. Mais c'est oui, fou. Non, mais, et du coup, je l'ai associé, moi, sans savoir. Je l'ai associé en me disant ça doit être lié. mais c'est Il m'a lié. fait des trucs incroyables. Mais incroyable. Mm. Non, mais le truc délirant, quoi. Tu vois, tu te Ouais, dis, mais. Et du coup, tu étais bon. en perte de repère aussi par rapport Mais mais même tout tes enfants étaient en perte de repère par Bah, rapport à la mère qu'ils connaissaient, quoi. C'est ça. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que qu'est-ce que normalement, tu sais, moi, je suis l'assistant personnel de toute la maison, donc en gros, tu me demandes un truc, je connais tous les numéros de téléphone, enfin, moi, je Ouais, gère enfin, tout, quoi. Comme Ça va 95% des. Tu viens de m'amener une question que je vais te poser après. Luc. Voilà, bon, bah, et du coup, là, d'un coup, j'étais en mode, attends, là, mais on est mercredi aujourd'hui, je confondais tout. Donc, c'est l'enfer. Ouais. Donc, les gamins, bah, eux, ils sont pas du tout habitués, donc ils t'en mettent plein la tronche, on peut dire, hein. Ah là T'en là. prends, mais cher. Et derrière, toi, tu peux pas expliquer ce qui se passe parce qu'en plus, bah, de manière générale, sauf maintenant, depuis que je prends la parole et que d'autres femmes sont venues pour expliquer ce que c'est que la ménopause, bah, on ne savait pas. Donc, ce qui rejoint le truc de tu te sens vieillir, tu as peur d'avoir Alzheimer. En fait, pourquoi tu parles pas? Parce que tu as peur d'être passé dans l'autre côté, côté obscur de la force, en fait. Mais t'as honte un peu, en fait. T'as honte. T'as honte de moi, j'ai eu vieillir, honte. t'as honte, tu vois, t'as honte de perdre tes capacités, Oui, mais tu te dis, mais je suis vulnérable, mais qu'est-ce tout qui va comme des fois, m'arriver? tu vois, moi, je te donne un exemple parce que ça me fait penser à ta femme qui veut pas aller courir et tout. C'est que moi, j'ai eu beaucoup de mal à me remettre au sport, par exemple, pendant X années, parce qu'en fait, moi, tu vois, j'avais fait du sport de haut niveau étant plus jeune, et en fait, j'avais honte de ce que mon corps était devenu, des capacités que j'avais perdues. Ma compagne qui s'est remise au sport aussi entre-temps, pareil. Et je pense qu'en effet, il y a un moment où il faut réussir à pouvoir en parler. Pour pouvoir trouver quelqu'un avec qui en parler en fait, mais vraiment de ce sentiment profond, pas simplement tu vois je suis fatigué, c'est j'ai honte, tu le disais pour ta femme, peut-être que les kilos en trop à la piscine ou quoi, mais il faut qu'elle le dise, tu vois, enfin faut qu'elle arrive à avoir l'espace de le dire. Et il y a un point là que par rapport au rôle du conjoint ou de la conjointe qui m'a interpellé dans ton propos, c'est t'as dit je suis l'assistant personnel de la maison. Est-ce que à un moment, il n'y a pas un sujet de charge mentale aussi, si tu veux, notamment dans le modèle hétérosexuel, on le sait, hein, qui se pose là. Est-ce qu'un des premiers rôles que le conjoint ou la conjointe devrait avoir, c'est de se dire dans ces périodes si sensibles, ce serait de dire, il va peut-être falloir quand même que si c'est pas encore le cas, que je mette un sacré coup de collier sur la charge mentale domestique et familiale parce que ma compagne a besoin d'être soulagée au maximum. Ce serait magnifique. Mais alors moi, je suis dans un cas où j'ai deux mecs, donc mon mari et mon fils, maintenant il a 18 ans, bien testostéroné, quoi, tu vois, genre version pas années 50, mais tu vois, genre donc la charge mentale, ils sont morts de rire, en fait. Oui, mais enfin, après, Donc, ils sont morts de rire, mais toi, t'es pas morte de rire. Non, moi, j'étais pas morte de Tu rire vois. du tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que petit à petit, j'ai commencé à essayer de leur déléguer des trucs, quoi. Mais c'était pas forcément évident. Non, et puis, même par rapport au boulot. Enfin, je veux dire, faut vous rendre compte, c'est comme si d'un coup, je devais avoir un cerveau augmenté, démultiplié, pour pouvoir réussir à répondre à ce que je réussissais à faire avant. Ouais. Moi, on me reparle du sport. Il y a un truc aussi dont je veux parler, c'est les douleurs articulaires. Je vous ai dit, l'œstrogène joue partout. Si ça se trouve aussi, le rapport au corps, ta femme ressent des douleurs articulaires. Elle n'arrive pas forcément à l'évoquer. Un petit déverrouillage. Tu vois, le Peut-être, matin, non, mais elle- sûrement. Tu vois, il y a plein de sûrement. choses en fait à regarder et c'est vraiment une forme de reset. Ce que je retiens là de ce que tu dis par rapport au rôle du conjoint, parce que j'aimerais vraiment Oui, qu'on sur arrive le à conjoint. fournir des solutions sur le sujet, c'est qu'il y a quand même un vrai sujet de communication, comme tu l'as dit, réussir à avoir un espace de communication, on peut dire tout ce qu'on ressent, que ce soit agréable ou pas agréable, c'est important. Un espace de soutien aussi, qu'on soit capable, nous, conjoints, d'accueillir toutes ces paroles, même si c'est pour nous mettre un petit taquet en passant. Un vrai espace aussi de prise de responsabilité, et pour ça que je dis pas aider sa compagne, mais de prise de responsabilité dans son propre foyer. Je pense que c'est important de bien le rappeler. Et aussi, repenser, et là, je pense à d'autres contenus qu'on peut trouver, que ce soit un podcast ou quoi, mais aussi à repenser l'intimité, tu vois, parce qu'on parlait aussi quand même de la pression, de la charge sexuelle qu'il peut y avoir au moment de cette ménopause, etc. Repenser ce qu'est l'intimité, parce que l'intimité, c'est pas forcément avoir des rapports sexuels, ça peut être un câlin, un film ensemble, etc. Reconstruire un peu ces moments-là qui peut permettre, justement, que tout ça s'embrique correctement pour former un puzzle qui fait que ça se passera un petit peu mieux.
C'est exactement ça. En fait, là, tu me parles de reconstruire, tu me parles de prise en charge, de charge. Plusieurs fois, j'ai entendu ces mots-là. Et je me dis, moi, ce que j'ai compris vraiment de toute cette période que j'ai passée, maintenant, je suis ménopausée, ça y est, c'est que c'est une période à reconfigurer, en fait. Faut redessiner, tout simplement. La personne que j'ai été, je le serai plus. Je suis super heureuse de plus être cette personne-là parce que j'ai énormément évolué et même aussi dans la compréhension de moi-même. Parce qu'en fait, quand tu as une période de chaos comme ça, soit tu te replies et puis tu te morfonds, soit au contraire, tu te dis, waouh, c'est une formidable période pour réussir à comprendre ce qui m'arrive et à me reprendre en main. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et du coup, par rapport à ça, je me suis rendu compte que moi-même, j'étais fautive. Attention, c'est pas que les mecs. Moi, je veux dire, moi, j'ai pas su expliquer ce qui m'arrivait non plus parce que je me comprenais pas. J'étais pas, avant de pas être en rapport avec mon mec, j'étais pas en rapport avec moi-même. Je vous ai expliqué, j'étais comme moribonde. Je me reconnectais pas à moi et c'est souvent ce qui arrive aux femmes. Et puis, je voulais pas franchir ce Rubicon, quoi. C'était clair, c'était une angoisse totale. Quand je t'entends et quand je t'entends aussi, ce que je comprends surtout aussi, c'est qu'il y a un vrai manque d'accompagnement. Oui. Et je pense que c'est important, intéressant aujourd'hui de dire qu'il existe des dispositifs, notamment grâce à MGEN aussi, notamment des conférences en ligne accessibles à tous et toutes pour se renseigner, pour savoir ce qui se passe, pour comprendre ce qui nous arrive et aussi potentiellement avoir des solutions. Et justement, c'est le point que j'aimerais qu'on aborde quand même dans ce podcast, c'est les solutions existantes. Alors bien sûr, là, on vient de se parler des solutions dans le couple, avec les enfants, la famille, etc. Est-ce qu'il existe des accompagnements psychologiques spécifiques? Est-ce qu'il existe aussi des solutions médicales pour accompagner ces phases de ménopause? Alors, la première chose, on en a pas mal parlé déjà, c'est tout ce qui est activité physique, hygiène, diététique, etc. C'est super important. Gestion du stress, prendre soin de son sommeil, ça, c'est vraiment les piliers, les bases. Non, c'est les bases, c'est les bases. Ça, c'est les bases. Et là, on pourrait faire des épisodes complets là-dessus parce que franchement, voilà. Après, bien entendu, il existe des choses. Et bien sûr, il existe des compléments, plein de techniques. Et il existe ce fameux traitement hormonal de la ménopause que l'on peut prendre à partir du moment où on est ménopausé sur une fenêtre de tir, d'intervention dans les 5 premières années. De manière générale, c'est toujours mieux de le prendre dans ces moments-là, surtout en fonction de l'âge où on a eu la ménopause, donc qui va nous supplémenter donc en hormones bioidentiques, en oestrogène et en progestérone pour nous donner le petit coup de booster pour repartir et nous protéger, notamment au niveau des artères, le cognitif et vous vous rappelez que j'avais parlé d'ailleurs du cognitif et des os. Ça, c'est les solutions qui existent aujourd'hui. Au niveau de la prise en charge globale, on est en train d'y réfléchir. Il faut que il faut que vous arriviez à concevoir, et moi-même j'ai eu du mal à le concevoir, qu'en fait le mot périménopause vient de rentrer seulement maintenant dans le dictionnaire. D'accord. Donc quand j'ai commencé moi à apprendre ce que c'était que la ménopause, il y a 10 ans, je vous ai dit, en fait ça n'existait pas la périménopause et personne n'employait ce mot, quoi. Donc en l'occurrence, tout est à faire. Maintenant, excuse-moi, c'est parce que en fait, c'est toujours marquant, ça me fait penser au postpartum, etc. Yeah, c'est toujours marquant comme la santé des femmes, en fait, c'est pris, mais... Ah non, mais la santé des femmes... Mais c'est pas pris, c'est pas toujours un sujet, quoi. En termes de solutions, il y a des soutiens psy qui existent? Alors, des soutiens psy spécifiques, non. Des soutiens psy, oui. C'est-à-dire qu'en fait, on peut aller aussi bien voir un psychiatre. Alors, psychiatre, non, en général, lui, il va recommander des médicaments, mais il y a mon soutien psy, là, aujourd'hui. Et sinon, évidemment, plusieurs techniques comportementales, type EMDR, etc. L'hypnose, la sophrologie, choses comme ça. Alors, l'acupuncture fait beaucoup de bien, en l'occurrence, pour tout ce qui est sommeil, tout ce qui va être douleur articulaire, etc. Essayer même de se retrouver, même au niveau du flux, pour ça. L'acupuncture qui doit être pratiquée avec un médecin. Bien sûr. Alors oui, bien entendu. Alors ça, c'est une chose hyper importante. La première personne vers laquelle vous retournez, quoi que ce soit, si vous ressentez quoi que ce soit, c'est le médecin traitant. Professionnel de santé. D'abord le médecin traitant qui va savoir vous adresser. Mais moi, le conseil que je donne pour avoir fait tout plein de conneries au démarrage, posez-vous vos questions à vous et écrivez-vous ce que vous ressentez. Justement, Sophie, pour terminer un peu cet épisode, la question que je voulais te poser, c'est si tu avais un seul message à passer pour les couples, les familles qui vont traverser ces étapes sur la ménopause, ça serait quoi? Le message idéal. Bon, évidemment, communiquer, mais d'abord, donc, commencer à communiquer avec soi-même et trouver le moment idéal aussi pour communiquer avec son conjoint. C'est pas le moment où il est complètement conjoint ou conjointe, bien entendu. C'est pas le moment où la personne est complètement harassée, débordée, etc. Faut trouver le cadre. Faut accepter aussi, dans ces cas-là, de recevoir sa vulnérabilité. Parce que comme je l'expliquais, si moi j'explique, je me sens vieillir, j'ai peur, je me sens pas bien, etc. Peut-être qu'en face, moi, je vais attendre d'avoir quelqu'un qui va être super solide et peut-être que je vais recevoir, moi aussi, j'ai peur, en fait, je sais pas comment faire. Il faut se dire que là, dans ces cas-là, on est couple. Moi, j'ai trouvé, Rémi, que c'était super beau ce que tu disais, parce que quand tu as dit,
moi je la connais avant les enfants, je l'ai connue avec les enfants, le postpartum, j'ai tout vécu. Et en fait, oui, un couple, c'est ça. C'est un couple qui vit plein d'épisodes, et c'est un épisode supplémentaire qui donne l'occasion d'ouvrir d'autres voies. Enfin, pour moi, c'est ça. C'est ce que j'ai compris aujourd'hui. C'est je me sens plus mûre maintenant dans mon couple, en fait, que je l'ai été pendant les 20 ans précédents. Franchement, n'ayez pas peur de vos vulnérabilités, mais parlez-en, quoi. Et toi, Rémi, on a enregistré un épisode là aujourd'hui sur la ménopause, même si tu t'étais un peu renseigné sur le sujet. C'est quoi les informations cruciales que tu retiens de notre échange? Moi, c'est plus, si tu veux, le côté médical, savoir un peu comment ça marche, comment ça fonctionne, et essayer d'appréhender justement la préménopause et la ménopause en sachant ça. Parce que quand tu n'as pas d'infos, comme disait Clémentine, le savoir, c'est le pouvoir, tu vois. Donc, c'est vrai que l'idéal, c'est de savoir ce qui se passe, mais un peu comme quand on écrit un livre sur la paternité. C'est juste dire à nos darons là, qui nous entourent, les papas, voilà ce qui va se passer, voilà comment t'armer. Et un peu, la ménopause, c'est un peu la même chose. C'est juste qu'il faut avoir des infos. Mais ça n'empêche pas, encore une fois, j'insiste là-dessus, ça n'enlève pas le côté aussi communication dans le couple. Et parfois, le petit tsunami, parce que parfois, j'ai l'impression de me dire, OK, t'as passé l'étape postpartum, la première année des bébés, des machins, les débuts, l'éducation, les petits, voilà. Là, tu passes, t'es sur le point de passer, là, dans quelques années, la ménopause. Bon, après, ça y est, on est parti ensemble, main dans la main jusqu'au bout, en vrai. Parce que, si tu veux, les seuls moments vraiment dans le couple où tu vis quelque chose qui te dépasse parce qu'on joue sur les hormones, et je parle de vous, mesdames, c'est ces moments-là, précisément. Donc, quand t'as pas l'info, forcément, tu peux, en tant qu'homme, faire n'importe quoi et te dire, mais c'est pas normal, elle m'en fait vivre des vertes et des pas mûres, parce que t'as pas d'info. Donc, en gros, la communication, c'est la base, clairement. Et puis, en effet, moi, ce podcast, ça m'a aussi apporté quelques clés. Je te le dis, là, on en sort tout à l'heure, là, dans quelques minutes. Je vais appeler ma femme. Là, j'ai quand même appris quelque chose. Et au-delà de ça, je me sens mieux. Je me sens un peu aussi rassuré par rapport à tout ça. Tu vois, en me disant, je savais que c'est normal, hein, c'est comme ça, voilà. Mais j'ai quand même plus de clés. Moi, ce que je me dis, tu vois, c'est qu'à l'instar un peu de l'arrivée des enfants, etc., c'est une zone, en tout cas, ça va s'annoncer comme étant une zone de turbulence dans ce grand voyage qu'est la vie et que je partage avec la femme que j'aime, et qu'on va le traverser ensemble, et que, un peu comme pour les enfants, tu sais, tout passe. On fait les efforts, bien sûr, mais tout passe. Merci Sophie. J'ai un conseil à vous donner encore. Okay. Puisque là, tu viens de dire, effectivement, c'est un voyage, c'est une zone de turbulence qu'on va passer, voilà, et tout passe. Posez-vous la question, les darons, de si vous aviez une zone de turbulence à traverser, comment vous aimeriez qu'on vous accompagne? C'est la question. Merci Sophie pour tout ça. Merci Rémi. Et aussi merci aussi à MGEN qui nous a permis d'ouvrir cette conversation pour sortir la ménopause du silence. On espère que ça sera écouté par un maximum de personnes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.